Daniel travaillait en tant que chirurgien à l'hôpital municipal depuis 1 an. Le jeune et beau médecin suscitait l'admiration de nombreuses jeunes infirmières, et même les femmes plus âgées ne pouvaient s'empêcher de le regarder. Oh, quel homme! Et c'était vraiment le cas pour Daniel, grand et robuste. On aurait dit qu'il gagnerait un duel face à un ours en tête à tête. Mais en avait-il besoin? Il était chirurgien, et en plus, vraiment doué. Daniel absorbait rapidement les conseils de ses collègues plus expérimentés et s'attaquait courageusement aux cas les plus complexes. Un grand avenir dans sa profession lui était prédit. Sa mère, qu'il avait élevée seule depuis ses 10 ans, était la plus fière de lui. Un jour, le père de Daniel est simplement parti de la maison, laissant une note: « Ne me cherchez pas, élever un fils avec le salaire d'une bibliothécaire n'était pas facile, encore moins pour le faire étudier à l'université. Mais Marie Léonidovna n'a pas abandonné: si tu n'as pas réussi à entrer à l'université avec une bourse, nous trouverons une solution. Tu n'as qu'à étudier, mon fils. » Et Daniel étudiait. Au 3e cours, il réussit finalement à obtenir une bourse, et il devint le meilleur de sa classe. Maintenant, sa mère pouvait enfin se réjouir, tout cela en valait la peine. Elle avait réussi à élever son fils seul, sans mari. Et bientôt, il allait se marier, c'est Daniel. Il avait une petite amie magnifique, Yulia, une jeune avocate en devenir. Ils s'étaient rencontrés de manière banale, Daniel lui avait enlevé l'appendice, puis avait veillé sur elle. Au fil des conversations et des visites, il avait compris qu'il n'y avait personne qui l'aimait plus qu'Yulia. Elle était follement amoureuse de lui, si bien que les infirmières et les médecins célibataires n'avaient aucune chance. Daniel allait bientôt se marier. Ce soir-là, Daniel était assis dans la salle des internes, en train de réfléchir à la manière de demander à Yulia de l'épouser. Devait-il simplement le lui dire ou glisser la bague dans une pâtisserie? Et celle l'avalait accidentellement? Se dit-il en souriant à sa propre idée. Non, il valait mieux ne pas prendre de risques. On frappa à la porte, et puis une tête rousse vif apparut dans l'encadrement de la porte. C'était l'infirmière Sophie. « Monsieur Attal, un patient a été amené. » « Amené ?» ricana le médecin. « Quoi, l'ambulance économise-t-elle autant sur l'essence? » « Non, » rit nerveusement Sophie. « Ils l'ont trouvé près de l'hôpital, il était allongé juste devant les portes. Mais voilà, il n'est pas vraiment en bon état. » « Sophie, tous les cas désespérés finissent par arriver sur ma table. »« C'est un sans-abri, en fait, » dit la jeune fille en faisant une grimace. Au départ, il ne voulait même pas le prendre, pensait qu'il était simplement ivre, mais il crache du sang à travers sa bouche. Il le stabilise dans la salle d'urgence. « J'y vais, » soupira Daniel. « Que puis-je faire d'autre? Les sans-abris sont aussi des êtres humains. Mais pourquoi les gens gaspillent-ils leur vie de manière si insensée? » Réfléchissant à la question du bas de l'échelle sociale, Daniel descendit à la salle d'urgence. Sur le lit gisait un homme d'une 60aine d'années, peut-être même plus jeune, mais son apparence laissait à désirer. Barbe, cheveux en broussailles. Les brancardiers l'avaient déjà lavé, coupé les ongles, changé de vêtements. Mais quoi qu'ils aient fait, il était évident à première vue que c'était un sans-abri. L'homme gémissait doucement, se tenant le ventre. Il était clair que ses forces le quittaient de plus en plus rapidement. « Je vois », opina Daniel en jetant un coup d'œil rapide au patient. « Apparemment, il y a une hémorragie interne. Pas d'hématome ni de contusion. Peut-être un ulcère. Pire encore, si c'est une perforation. Elles vont, nous allons procéder à un examen opératoire. » « Mais, docteur, » s'indigna l'infirmière en chef Madame Musson. « On ne l'a pas encore examiné sérieusement. On a juste fait une radiographie, prélevé du sang pour l'hépatite. Les résultats ne sont pas encore là, qui sait ce qu'il a? Et avez-vous fait une analyse de groupe sanguin? » demanda Daniel sans remarquer le mécontentement de sa collègue. « Oui. » « Très bien. Préparons tout pour que tous les résultats soient disponibles. Pensez-vous qu'il peut attendre?
Il ne lui reste que 30 minutes à vivre. Réprimanda Daniel d'un ton strict, comme le chef de service Monsieur Hervieux, qui lui avait enseigné tous les secrets de la profession. Et d'ailleurs, avez-vous oublié où vous travaillez? Si, disons, il est séropositif, nous ne le traiterons pas? Bien sûr que si, murmura l'infirmière mécontente. L'homme défaillant fut transporté dans le service, posé sur la table. L'anesthésiste Jean administra l'anesthésie. Monsieur Attal, le patient est prêt, appela T-il Daniel. Daniel s'approcha de la table, regarda une dernière fois le patient et réalisa soudain qu'il connaissait cet homme. C'était personne d'autre que son père. Daniel le reconnut grâce à un tatouage sur son épaule, un lion un peu tordu avec des yeux de taille différente. Daniel se souvenait que son père lui avait toujours dit, quand il était encore un petit garçon, qu'il ne fallait jamais se faire tatouer. Sinon, tu auras cette horreur pour toujours sur toi, disait-il. C'est ce que nous avons essayé avec un ami à l'école. Il m'a tatoué, je l'ai tatoué. Il a eu un résultat encore pire que moi. Et le pire, c'est que cette encre ne disparaîtra jamais de ta peau. Daniel avait gardé ce lion drôle dans sa mémoire toute sa vie. Il se souvenait de son père, et de la rancune qu'il ressentait envers lui. Comment sa mère s'était privée de tout pour l'élever, lui, Daniel, pendant que papa vivait sa vie de manière insouciante. Et voilà qu'il avait touché le fond. Daniel, que se passe-t-il? Demanda prudemment l'anesthésiste. Tu as l'air pâle, ça ne va pas? C'est mon père, répondit Daniel. Qui ça? Mon père, celui qui nous a abandonnés, ma mère et moi. J'avais 10 ans quand il a simplement disparu de nos vies. Eh bien, quelle situation? Écoute, tu ne pourras probablement pas opérer. Peut-être faut-il appeler le chef de service? Non, je m'en occuperai, secoua la tête Daniel. Commençons. Il soupira et prit le scalpel. Pendant l'opération, Daniel se déconnecta de l'identité spécifique sur la table, c'était juste un patient. Daniel avait raison, c'était un ulcère. Le jeune chirurgien effectua l'opération avec succès, mais le patient avait perdu beaucoup de sang, une transfusion était nécessaire. Quatrième négatif, dit l'infirmière. La réserve est épuisée, ils viennent de le signaler. Que faire? Daniel se tenait près du patient qui reprenait conscience de l'anesthésie, en se mordant les lèvres. Si on ne lui donnait pas le sang nécessaire, l'opération serait complètement inutile. Il mourrait quand même, peut-être était-ce même ce qu'il voulait? Sophie, ma groupe sanguin est justement de ce type, dit Daniel, fixant intensément son père. Exact, murmura doucement Sophie. Elle avait entendu parfaitement la conversation du chirurgien avec l'anesthésiste et comprenait à quel point cette décision était difficile pour lui. Allons nous préparer? Oui, soupira Daniel. Et bientôt, le sans-abri reçut une transfusion sanguine de la part du chirurgien, et il se sentit beaucoup mieux par la suite. Vers le matin, Daniel jeta un coup d'œil à son patient endormi. Celui-ci dormait. Le chirurgien soupira et sortit. Il n'allait certainement pas surveiller ce patient, qu'il le remercie d'avoir été sauvé de l'eau, de là. Bien que, pourquoi? À quoi bon une telle vie? Daniel n'aurait jamais pensé que son père deviendrait un sans-abri. Après la réunion, il resta seul avec le chef de service dans le bureau et lui expliqua la situation. Je comprends, approuva M. Hervieux. Je vais désigner un autre médecin pour le suivre. Mais il y a un autre problème, il n'y avait aucun document avec lui, ni passeport ni carte d'assurance maladie. Que devrions-nous faire avec lui? On ne peut pas le jeter dehors, quand même. J'ai signalé sa situation à la police, mais je soupçonne qu'ils ne nous aideront pas. Il obtiendra le strict minimum et il peut partir où il veut, répondit Daniel avec amertume. Eh bien, oui, c'est ça, dit pensivement M. Hervieux. Nous allons le soigner et le renvoyer dans la rue. Dites-moi,
monsieur Attal, et ce que tu ne voudrais pas découvrir pourquoi la vie de ton père en est arrivée là. Je ne veux pas, répondit Daniel un peu brusquement. Chaque fois que je me souviens de maman pleurant la nuit et comptant les centimes le matin pour que j'aie assez d'argent pour le déjeuner à l'école. Comprenez, il nous a abandonnés. Et qu'est-ce que ta mère te disait à son sujet? C'est là toute la question, elle ne savait rien non plus. Elle s'est même adressée à la police, mais ils se sont simplement moqués d'elle. Disant que ce type est parti quelque part et qu'il n'y a rien à faire maintenant. Le chef de service ne put que soupirer avec compassion, oui, on ne souhaite pas un tel père même à un ennemi. Daniel décida de ne rien dire à sa mère sur le fait que son père avait été retrouvé. Au fil des années, elle s'était habituée à l'idée qu'il était parti pour toujours. De plus, apprendre que son mari autrefois réussi et séduisant était maintenant sans abri serait très désagréable. En outre, Daniel craignait que sa mère ne se précipite pour sauver son mari. Son cœur était si bon et rien de bon ne sortirait de cette entreprise, cela ne ferait que miner sa santé. Dans les contes de fées, les sans-abri deviennent soudain attentionnés et aimants, ne boivent pas, puis commencent même à gagner de l'argent. En réalité, ils commenceront à tout emporter de la maison, à boire. Pourquoi tout cela pour sa mère? Qu'elle le prenne tel qu'il est. Cependant, Daniel partagea les événements récents avec Nicole, sa bien-aimée, et elle le soutint complètement. Madame Attal n'avait pas besoin d'émotions négatives. Le père se rétablissait, un autre médecin le surveillait. Daniel ne s'aventurait même pas dans la chambre où il se trouvait. Et quand son père commença à essayer de marcher dans le couloir, il essaya de passer sans le regarder. De plus, il demanda que le patient soit informé qu'un autre médecin avait effectué l'opération. Soudain, son père comprendrait que son fils travaillait dans le service. Et Daniel n'avait pas besoin d'un parent comme celui-là. Auparavant, son père n'avait pas besoin de son fils, et maintenant ils avaient échangé leur place. Cependant, plus la date de sortie d'Alain approchait, plus le jeune chirurgien avait des doutes dans son esprit. Avait-il tout fait correctement? Peut-être devrait-il trouver un endroit pour son père? Il y avait des centres sociaux après tout. Nicole avait promis de l'aider dans cette affaire. Et à la sortie, elle trouva un refuge pour fournir nourriture et abri à Alain, mais seulement temporairement. Daniel voulait transmettre l'adresse du refuge par l'intermédiaire d'un collègue, mais au dernier moment, il décida de parler lui-même à son père. Après tout, il se demandait toujours pourquoi il avait agi ainsi envers lui et sa mère. Alain était assis sur le lit, regardant pensivement par la fenêtre. Devant lui se trouvait une assiette de bouillie refroidie, il n'avait pas pu manger, et il n'avait pas vraiment envie de manger maintenant. Il savait qu'aujourd'hui, après le déjeuner, il serait renvoyé dans la rue. Et encore une fois, l'inconnu, le froid et la faim. L'homme soupira et regarda son reflet dans le petit miroir. Il avait été donné par la gentille aide-soignante, Catherine. Elle avait probablement autour de 50 ans. La jeune et jolie Catherine aux formes généreuses, ils étaient presque du même âge. L'homme dans le miroir regardait Alain, mais il n'avait que 55 ans. L'hôpital l'avait coiffé, rasé, il avait l'air soigné. Mais les années de conditions inhumaines avaient laissé leur empreinte, le regard éteint, les rides profondes sous les yeux. Plus de l'homme séduisant qu'il avait été dans sa jeunesse, qui faisait palpiter le cœur des femmes. Oui, quand était-ce? Mais personne n'avait besoin de lui, sauf Marie. La pensée de sa femme le poignarda douloureusement. Marie. Où était-elle? Et son fils? Comment avait-il grandi? Que faisait-il? Que tout lui réussisse, espérait-il. On dit qu'il y a un jeune chirurgien ici, monsieur Attal, c'est ainsi que s'appelle son fils. Grand et solide, tout comme Alain l'avait été dans sa jeunesse. Étonnant. Combien de fois Alain avait voulu voir le médecin de plus près, mais il était toujours occupé. Il passait devant lui et c'était tout, Alain n'avait même pas le temps de le rattraper. Alain soupira à nouveau et regarda par la fenêtre, la pluie tombait, il faisait froid. L'automne approchait déjà, où allait-il aller?
Que lui réservait l'avenir? La porte de la chambre s'ouvrit et Alain vit le même médecin qui lui avait échappé, le médecin qui portait le même prénom que son fils, du moins c'est ce qu'il pensait. Le médecin entra silencieusement et s'assit sur une chaise en face du patient. Il le regardait fixement, sans détourner les yeux. « Bonjour, docteur, dit timidement le malade. Vous vouliez me poser une question ? » Alain le regardait lui-même avec des yeux grands ouverts, ce docteur qui portait le même prénom que son fils. Mon Dieu, est-ce vraiment un homonyme ? Après tout, il se reconnaissait en ce jeune homme aux larges épaules. Serait-ce possible ? Salut, papa, répondit doucement et avec colère le docteur. Tu ne reconnais pas ce gamin que tu as laissé il y a presque 20 ans ? Daniel ? Murmura Alain. Donc, mon cœur ne m'a pas trompé. J'ai tout essayé pour te voir, mais tu étais toujours occupé. Oui, je ne voulais pas te voir. Dis merci que j'ai suturé ton ulcère. Tu peux continuer à boire maintenant. On m'a dit qu'un autre médecin avait effectué l'opération. Daniel, je ne bois pas. Dis ça à quelqu'un d'autre, sourit Daniel. Bon, les détails de ta vie ne m'intéressent pas du tout. Voici une adresse, c'est un centre social. Adresse-toi là-bas, ils prennent des gens comme toi. Daniel déposa dédaigneusement la feuille sur le lit, se leva et se dirigea vers la sortie. Daniel, demanda Alain d'une voix plaintive en le suivant. Et comment va maman ? Je vous ai cherché. Tu m'as cherché ? Tu m'as abandonné et ensuite tu m'as cherché ? S'énerva Daniel. Très longtemps. Et tout va bien avec maman. Mon fils, attends. Cria Alain. Tu dois tout savoir. Écoute-moi. Oui, j'ai tort, mais tout n'est pas comme ça, je t'en prie. Il se leva prudemment en se tenant le ventre et se précipita pour suivre son fils, mais une douleur aiguë le stoppa net. Oui, calme-toi, dit Daniel avec irritation. Je t'ai recousu pour que tout se sépare maintenant, n'est-ce pas ? Bon, j'ai 5 minutes, je t'écoute. Il retourna à la chaise près du lit et s'assit. Alain, anxieux, commença son récit. Il y a plus de 20 ans, lorsque le pays venait tout juste de connaître l'économie de marché et que chacun se découvrait un talent pour le commerce, Alain avait décidé que tout irait bien pour lui. Il avait un petit capital, il avait acheté un petit stand, importé de la marchandise. À l'époque, Marie l'avait mis en garde, peut-être devrait-il ne pas le faire, c'était effrayant. Comment un ingénieur pouvait-il vendre des babioles ? Ces babioles nous rapportent de l'argent, et pas qu'un peu. Riait Alain. À ce moment-là, ils avaient déjà acheté une voiture, étaient partis en Turquie en famille, Daniel avait alors 5 ans. Le garçon était ravi de ce voyage, tout comme Marie. Alain fut contraint de payer 3 fois plus pour ne pas être dérangé par les autres bandits. Il avait refusé, était allé chercher justice à la police, en vain. Tout ce qu'il avait obtenu, c'était la destruction de son stand et de toute la marchandise. Et cette marchandise avait été achetée avec de l'argent emprunté à des criminels. Ils avaient exigé un remboursement. Alain avait vendu la voiture, mais ce n'était pas suffisant. Alors ils avaient commencé à le menacer, « Si tu ne rends pas l'argent, nous nous occuperons de ta famille. » Alain ne pouvait pas laisser cela arriver. Et il était allé voir le bandit et avait dit, « Faites ce que vous voulez de moi, je travaillerai pour vous rembourser. » Le bandit avait seulement ri, puis avait réfléchi. « Puisque tu le demandes toi-même, que tu veux être pris, il l'a vendu comme esclave à ses amis. » De plus, Alain n'a rien dit à Marie, il a même écrit une lettre de rupture, comme s'il la laissait. Il comprenait que sa femme ne le chercherait pas, elle serait contrariée. C'était le plus important, sinon les criminels auraient pu faire la pire chose avec elle et leur fils. Alain ne pensait pas que tout serait si difficile. Pendant de longues années, il vécut dans un village, s'occupant des animaux. La nuit, pour l'empêcher de s'enfuir, on le enfermait dans la cave. Pourtant,
De plus en plus souvent, des pensées de fuite lui venaient à l'esprit, les conditions étaient si inhumaines. Mais il a tenu bon, en attendant que ceux qui l'avaient assigné à cet endroit l'oublient. Puis, il fut revendu une fois de plus, entassé dans un camion avec d'autres hommes et des fruits et légumes. On les a débarqués dans une usine abandonnée. Et là, pendant près de 3 ans, Alain s'est occupé de mettre toutes sortes de liquides dans de belles bouteilles. Maintenant, fuir semblait plus facile. Mais la sécurité était plus sérieuse, et de plus, Alain ne connaissait pas vraiment cette ville. Puis il a écouté et compris que sa ville natale était à moins de 100 kilomètres. Il ne comprend toujours pas comment il a réussi à tout faire. Alain s'est simplement fait passer pour malade, a gémi. Les gardes ont décidé qu'il mourrait de maladie et d'épuisement, et l'ont simplement jeté dans la forêt, prévoyant de l'enterrer le matin. Alain a attendu qu'il parte et s'est précipité sur la route. Il ne se souvient pas combien de temps il a marché. Ensuite, un chauffeur de poids lourd l'a pris en stop et l'a conduit à la ville qu'il cherchait. Comme Alain était heureux, mais aussi inquiet. Allait-il voir Marie? Il comprenait que tant de choses pouvaient avoir changé dans sa vie au fil des ans. Mais l'essentiel était qu'elle le croie, le reste viendrait après. Et là, la déception l'attendait, d'autres personnes habitaient l'appartement où il vivait autrefois avec sa femme et son fils. Tire, toi d'ici, clochard! Lui a crié une jeune fille immense quand Alain lui a demandé où était Marie. Il n'y a jamais eu de Marie ici. Ma mère et moi vivons ici depuis 10 ans. Dégage, sinon j'appelle la police. La police n'était certainement pas nécessaire pour Alain, car il n'avait pas de documents et avait une apparence, pour le dire doucement, peu recommandable. Les années de travail acharné, de vie affamée et de coups avaient fait leur œuvre, Alain ressemblait vraiment à un sans-abri. Il a essayé de trouver des connaissances communes sur l'ancien marché, aéré autour de la maison en cherchant des voisins. Mais en tant d'années, tout avait changé. Il ne se souvenait de personne, et personne ne voulait lui parler. Alain vivait dans des maisons abandonnées, fouillait les poubelles à la recherche de nourriture, et personne ne se souciait de lui. Les pensées les plus sombres tournaient dans sa tête. Puis soudain, il ressentit une douleur aiguë à l'estomac. La douleur le tordit, il était allongé sur le sol sale d'une vieille cave et mourait. Dans cet état, il fut trouvé par 2 autres sans-abri. « Quoi, tu crèves ?» dit l'un d'eux avec indifférence, en fouillant les poches d'Alain à la recherche d'argent ou de nourriture. « Rien du tout. »« Aidez-moi, » murmura Alain. « Ouais, bien sûr. » ricana le deuxième sans-abri. « On te mettra une perfusion avec des vitamines. » Et ils partirent. Puis le premier ralentit, « Non, mais, on n'est pas humain. » Se gratta la tête. « Allons, sortons, le d'ici, l'hôpital n'est pas loin. » Le porteur sur le dos? S'étonna le deuxième. T'en as besoin? Bon, d'accord, sortons, le de là, nous dormons ici parfois. Et celui-ci va mourir, ça sentira mauvais. Et c'est vrai. Ils ont pris Alain, l'ont traîné au coin de la maison et l'ont jeté dans les buissons. Ensuite, Alain a rampé à travers les garages, le parc. C'était le soir, il n'y avait personne dans la rue. Alain ne comprenait pas où il rampait, pourquoi, puis il a perdu connaissance. Il s'est avéré qu'il avait réussi à atteindre l'hôpital par ses propres moyens, sans l'aide des autres sans-abri, comme si le destin le guidait ici. C'est ainsi que j'ai fini ici, Daniel. Et tu sembles m'avoir sauvé, murmura doucement Alain en regardant son fils avec douleur. Merci. Si tout ce que tu racontes est vrai, alors il faut appeler la police. Daniel regarda Alain d'un air pensif. Comment cela a-t-il pu arriver, père? Tu as accepté cela toi-même? Pour moi, l'essentiel était que vous ne soyez pas touchés. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'était difficile pour nous. J'ai longtemps été incapable de comprendre où était passé mon père, riche et prospère. Pourquoi notre vie est-elle devenue si difficile? Nous avons vendu l'appartement pour payer les dettes et nous avons déménagé.
Maman pleurait souvent, et j'ai commencé à te détester, dit doucement Daniel. Pardonne-moi, je ne savais pas ce qui t'était arrivé, et maman ne savait pas non plus. Elle travaillait beaucoup, j'étudiais pour réussir dans la vie. Mais tu aurais quand même dû le dire à maman plus tôt, elle aurait pu t'aider. Je ne voulais pas mettre vos vies en danger. Je suis un homme et je devais résoudre mes problèmes moi-même. Le père et le fils se regardèrent. Soudain, Daniel frissonna, il se rapprocha de son père. « Papa, pardonne-moi, » murmura-t-il. « J'avais tort. »« Mon fils, pardonne-moi, c'est toi qui dois me pardonner. » La voix d'Alain trembla trahissant sa détresse. Les hommes se sont serrés dans les bras et sont restés ainsi, chuchotant et chuchotant l'un à l'autre. Dans le couloir, le directeur, M. Hervieux, les observait en cachant un sourire derrière son masque en gaz. C'était bien que le père et le fils se soient compris. Les proches devraient savoir pardonner. Et le soir, après le travail, Daniel a ramené Alain chez eux, dans leur nouvel appartement. Madame Attal était déjà au courant qu'Alain avait été retrouvé, Nicole lui avait raconté et Daniel l'avait confirmé. Et elle ne pouvait pas croire ce qu'elle ressentait en apprenant cela. Étrangement, il n'y avait pas de rancune envers son ex-mari, elle voulait juste le voir. « Bonjour, Marie », un homme épuisé par la vie est entré dans le couloir. « Je suis de retour, tu m'acceptes ?»« Bonjour, Alain. » Marie l'a pris dans ses bras. « Bien sûr, je t'accepte, après tout, nous avons un tel fils. »« Et notre fils est le meilleur, » murmura doucement Alain. Et ils sont restés debout, enlacés à trois, dans le couloir, en silence. Et puis, après 6 mois, dans une ville voisine, un gang a été démantelé. Ils étaient impliqués dans la fabrication d'alcool contrefait et utilisaient du travail forcé. Parmi les membres du gang se trouvaient des hauts fonctionnaires, il y a eu un procès et de lourdes peines ont été prononcées. Seul Alain n'était pas présent comme témoin au procès. Il a décidé qu'il n'allait plus jamais se souvenir d'aucun épisode du passé. Pour lui, une nouvelle vie ne faisait que commencer avec les gens qu'il aimait.